Bonjour à celles et ceux qui nous écoutent, bienvenue au Maître Cube, le podcast qui parle de cubes et plus généralement du jeu de cartes Magic l'Assemblée. Je suis Lucas, votre hôte, et aujourd'hui je suis accompagné de Baptiste. Bonjour Baptiste, comment ça va ? Bonjour Lucas, ça va très bien. Ça fait maintenant un petit moment qu'on se connaît et qu'on joue à Magic ensemble. On s'est rencontrés dans le cadre de l'association Damoclès, l'association de Poitiers, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Tu n'as pas découvert le cube il y a si longtemps que ça. Est-ce que tu nous dirais un petit peu, est-ce que tu parlais un petit peu plus de toi et de ton rapport à ce magnifique format et en vrai à Magic en général ? Oui, moi je découvre Magic en 2011-2012. C'est mon cousin qui m'apprend à jouer. J'ai joué entre 2012 et 2018, je pense. Et après j'ai arrêté. J'ai repris avec la découverte du format Commander il y a 4 ans, je pense, maintenant. Et j'ai déjà entendu parler du cube quand je jouais il y a longtemps, mais ça me paraissait être un format qui ne me concernait pas. Et en voyant des gens cuber à l'association Damoclès, je me suis intéressé un peu plus au format. Je savais que j'avais des amis de longue date qui avaient fait des cubes. Je leur ai demandé de poser des questions. J'ai regardé 2-3 vidéos sur Internet et je me suis dit, c'est parti, je monte un cube. Voilà. Et ça t'a plutôt bien réussi parce que je trouve que ton cube est vraiment un de ceux qui sont les plus agréables à drafter dans notre groupe de joueurs aujourd'hui. Et justement, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler plus longuement lors d'un autre épisode où je serai très content qu'on parle plus en détail de la liste. Même si aujourd'hui, on va quand même un petit peu en parler, puisque le sujet d'aujourd'hui, ça va être tout le monde peut créer un cube. C'est un postulat un petit peu ambitieux. Je ne sais pas si c'est si ambitieux que ça. Tout le monde peut créer un cube, ça me paraît tout à fait légitime. Et c'est pour ça que tu es avec moi aujourd'hui pour en discuter. Effectivement, on est tous les deux empreints plutôt d'une philosophie qui est que c'est pas sorcier, c'est pas un exercice impossible, il faut pas s'en faire une montagne plus que ça n'en est. Alors oui, c'est du travail, il faut pas croire, il faut ni croire que c'est quelque chose qui se fait en 2 jours sans effort, ni croire que c'est quelque chose d'inaccessible et que non, mais je suis pas assez bon pour faire un cube ou quoi que ce soit. Il faut juste oser en fait, faut se lancer. Oui, j'ai l'impression, ça dépend peut-être des objectifs du cube. Il y a beaucoup de cubes qui sont très bien construits. Donc si on a vu des gens jouer à des cubes qui sont excellemment bien ficelés et qu'on a des attentes de cette manière-là, ça va peut-être être déroutant de commencer de zéro, mais en effet, c'est assez accessible de commencer un cube avec les ressources qu'on a aujourd'hui sur Internet. Je pense que ce qui est assez démoralisant, assez décourageant quand on se lance dans l'entreprise souvent, c'est que le cube, c'est un format qui est empreint d'une certaine aura, et notamment avec Magic Online, je trouve, avec le Vintage Cube. Le cube Vintage, c'est un peu une institution, il est là depuis des années, et forcément, c'est un cube qui a nécessité énormément de travail de la part de Wizards. Donc, quand tu arrives dans le milieu, tu te dis, mais moi, jamais je vais y passer autant d'années pour pouvoir faire ça. Et ça me paraît une montagne. C'est beaucoup de cartes. C'est un format singleton. Donc, non seulement il y a beaucoup de cartes, mais en plus, souvent, elles sont toutes en un seul exemplaire. Je dis souvent parce qu'il y a des exceptions, on le sait. Donc, le moment de se confronter à ça, c'est facile de s'en représenter ça plus grand que ça ne l'est parce qu'il y a différentes manières de faire un cube. Et notamment, toi, tu l'as pas abordé de la même manière que plein d'autres gens et tu as eu une approche assez empirique au final. Est-ce que tu nous parlais un petit peu de ton cube d'ailleurs, de c'est quoi son propos, comment il s'appelle, et puis aussi ça t'est quoi le point de départ de tout ça ? Le point de départ de mon cube, c'est que j'ai beaucoup de boîtes de Magic qui s'accumulent. À partir de l'extension Seigneur des Anneaux, j'ai commencé à acheter des bundles. Donc chaque bundle a des cartes de son extension dedans et ça fait beaucoup de boîtes avec beaucoup de cartes, etc. etc. Et j'ai fait des AP aussi. Donc j'ai commencé à avoir des cartes que j'utilisais pas dans ma pratique de commandeur, mêlées aussi à toutes mes anciennes cartes de quand je jouais entre 2012 et 2018. Et je me suis dit, mais ça serait bien d'en faire quelque chose. Donc j'ai commencé par ouvrir mes boîtes, regarder les cartes que j'aimais bien et me dire, si je faisais un cube, je ferais peut-être ça. J'ai un cube qui est tourné autour de 10 archétypes bicolores, comme une grande majorité des cubes.
Et j'ai vraiment ouvert mes boîtes en me disant ah mais c'est super, j'ai toujours aimé jouer Hordes of Lienvi. J'ai plein de cartes que j'avais en triple ou en quadruple, donc j'en ai pas besoin de les avoir en triple ou en quadruple. Je peux en prendre un exemplaire pour le mettre dans mon cube. Et voilà, un premier archétype, Hordes of Lienvi, est né. J'ai regardé mes cartes blanches, mes cartes noires. J'ai fait ça pour 8 archétypes, je pense. Et sur la fin, je me retrouvais avec des couleurs que je jouais moins et j'avais pas trop d'idées d'archétypes. Et je les ai un peu plus montés en regardant sur internet ce que je pourrais en faire. Mais la plupart je pense 95% de mon cube, c'est un 360 cartes. Je pense que j'avais 340 cartes à moi avant de monter le cube. Oui, on est bien au-delà de 90%. Ouais, J'ai vraiment demandé à quelques amis, ça serait bien pour tel archétype, il me faudrait telle ou telle carte parce que j'ai pas assez de trucs chez moi, etc. Mais je l'ai fait en grande majorité avec mon bulk, donc comme on appelle, et c'est là d'où est né le nom de mon cube qui s'appelle donc le Chill Bulk Cube. Oui, parce qu'il est bulk, mais aussi un peu chill. On va moins le développer aujourd'hui parce que aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est plus comment est-ce que tu l'as construit et justement comment t'en es arrivé là et c'est quoi les étapes. Parce que au moment où tu te lances là-dedans, le cube, c'est un format en fait que tu pratiques relativement peu, que tu découvres en fait. Au final, c'était quoi tes expériences en termes de joueur avant de le construire? C'était quoi ton rapport au format? Je pense de mémoire que je n'ai pas fait de cube en tant que joueur avant de monter mon cube. J'ai fait du limité, du draft, du scellé, du draft commander, etc. Et donc j'ai vraiment monté un cube sans jamais avoir joué à un cube. J'avais regardé des vidéos de gens qui cubent sur internet. C'est rigolo. C'était mon seul rapport au cube. C'est rigolo parce que donc à Damoclès, il y a l'association Pictave de Magic et de jeux de cartes à collectionner de manière générale. Il y avait régulièrement des cubes qui étaient organisés, pas un tous les mois, mais pas loin. Et en tout cas, t'avais pas eu l'occasion d'en faire un avant de te lancer dans la création. C'est ça que t'es en train de dire. Je pense que c'est ça. J'ai un petit doute parce que j'avais joué à un cube commander d'un ami commun à nous. Mais vu que j'ai pas monté un cube multijoueur, je sais pas si ça... Enfin, ça compte, ça reste un cube, mais c'est pas une expérience qui m'aura été enrichissante pour monter mon cube. Et j'ai vu des gens jouer à l'association, j'ai vu des vidéos sur internet, mais je ne suis pas sûr d'avoir tenté le cube en tant que joueur avant de me lancer. Au final, est-ce que tu as eu le sentiment que ça t'a handicapé pour la phase de construction ou est-ce que tu l'as plutôt ressenti lors de ton premier playtest de ton cube en fait, quand vraiment tu as réussi à assembler une première liste et que tu as voulu le playtester, vraiment faire une première partie, un premier draft, voir comment ça se passe? Je suis pas sûr que ça m'ait handicapé. Je pense que avant le deuxième ou troisième playtest, je me rendais pas compte vraiment moi-même des défauts de mon cube parce que je jouais des cartes. J'ai monté mon cube avec ce que j'avais sous la main. J'en étais content. On l'a joué avec des amis. Mes amis qui avaient très peu, voire pas d'expérience de cube non plus à la base. Et on a trouvé ça rigolo. Et ça a avancé comme ça jusqu'à ce que je me mette à le cuber avec des gens qui avaient plus d'expérience de cube et qui me disent « Ah, telle carte, elle est probablement trop forte par rapport au niveau du cube. Telle façon d'avoir construit ton cube, je pense que c'est un peu dangereux, etc. etc. » Et où, je pense au deuxième ou troisième playtest, on le joue ensemble. Et où j'ai eu beaucoup de retours. Et là, j'ai changé énormément de cartes d'un coup en me rendant compte, en discutant avec des gens qui avaient plus d'expérience, des gros défauts entre guillemets, parce que je pense pas que mon premier cube était mauvais dans le fond, mais il était un peu en équilibre sur une jambe, quoi, on va dire, et en faisant quelques changements assez simples, je l'ai rendu beaucoup plus agréable à jouer, je pense, pour tout le monde à la suite. Tout à fait. Et je crois que le point le plus important sur lequel je voulais revenir, c'est que dès les premiers drafts, l'expérience restait plaisante. Ça, c'est un des points les plus importants quand vous vous lancez dans la création d'un cube. Il faut que vous réalisiez que l'exercice de drafter, c'est un exercice qui est extrêmement fun en soi. Et le draft à Magic, donc là je parle et à la fois de la phase de draft et à la fois des parties qui s'en suivent, je pense qu'on pourrait prendre des piles de cartes aléatoires, les drafter et déjà passer un moment relativement agréable. Alors évidemment, il y aurait plein de choses qui grinceraient et il y aurait beaucoup de choses qui seraient, comme tu l'as dit, instables. Tu parlais d'un cube avec une jambe. Donc oui, ce côté
parfois, l'expérience ne sera pas tout à fait garante d'elle-même et de sa qualité, mais il y aura déjà le noyau de quelque chose de fun, en fait, intrinsèquement, parce que l'exercice en lui-même est fun. Oui, oui, c'est vrai que drafter, c'est agréable. Après, je partais pas de nulle part non plus, parce que la plupart de mes archétypes, enfin, je pense 5 archétypes à la base de mon cube, sortaient d'archétypes que j'avais repris d'extensions récentes. Par exemple, bleu-rouge dans mon cube, c'est Artefact. Et j'ai monté mon cube après Ixalan qui avait fait un bleu-rouge Artefact. Donc j'avais des bases de choses qui sont déjà agréables à drafter dans des extensions proposées par Magic, qui ont été mis ensemble et il restait à lier le tout pour que ça fonctionne dans mon cube. Mais j'ai pas... comme tu dis, déjà drafter c'est rigolo, même si c'était pas un draft très, très agréable. Donc faire un cube en essayant de faire de son mieux pour que l'expérience soit agréable, ça va forcément faire une bonne soirée de manière générale. Et tu vois, tu dis le draft n'est pas très agréable. Je dirais même pas qu'il était pas agréable, tu vois. Je pense même que c'est un mot trop dur. Je pense que le bon terme, c'est qu'il était un peu brouillon. Et c'est ça qui est, je trouve, très, très chouette dans l'exercice. Et c'est pour ça que, vous l'avez compris, le but de cet épisode va être de vous encourager à vous lancer dans l'aventure si jamais vous vous posez la question, si jamais vous avez envie de le faire et que vous vous mettez des limites, vous mettez des contraintes, vous vous dites c'est pas pour moi, je vais pas y arriver. Voilà, cet épisode il est pour vous, cet épisode il est là pour vous dire si, vous pouvez y arriver. Dans le cas du Chillball Cube, clairement, le cube est très rapidement devenu extrêmement propre, vraiment. Et ça ne veut pas dire qu'un cube ne peut jamais s'améliorer. En fait, un cube c'est vivant. On continue à améliorer nos cubes en ce moment. La dernière mise à jour du Chillball Cube, elle est pas si vieille. Elle date de. Il y a quoi ? Il y a quelques semaines, il y a quelques mois, où tu as changé l'archétype Boros, si je ne m'abuse. J'ai changé l'archétype Boros il y a quelques semaines. Et après, il y a des mises à jour qui sont faites une fois de temps en temps avec des sorties de nouvelles extensions. J'ai changé 4 cartes avec la sortie de Final Fantasy et Age of Eternities récemment. Mais oui, il peut y avoir toujours des petites mises à jour, des grosses mises à jour qui viennent. Mais en effet, j'ai l'impression depuis ma première grosse mise à jour après l'avoir testé pour la première fois avec toi et d'autres gens de l'association Damoclès, le cube n'a pas beaucoup bougé. Il y a 2 archétypes qui ont changé, un à la fois en un an de temps. Et ensuite, la majorité des cartes étaient déjà là du début en fait. Complètement. Et même un cube qui est là depuis beaucoup plus longtemps, alors là je vais parler de mon premier cube, mon cube artefact, mon cube principal. C'est un cube que j'ai créé il y a maintenant 8 ans, quelque chose comme ça, peut-être plus. J'aurais du mal à dire de quand date vraiment le premier draft, la première liste, la première version. Régulièrement, je mets à jour des éléments qui sont assez structurels, que ce soit la quantité de fixing, donc de terrain pour fixer la mana et les couleurs de mana, que ce soit pour essayer de retravailler des archétypes parce qu'ils ne correspondent pas exactement à ce que j'aimerais. Et ça, c'est normal. Faut pas se dire qu'un cube doit être parfait du premier coup, et ça, c'est la première chose à laquelle j'aimerais qu'on s'attaque là, qui est cette première liste, ce premier draft, vraiment combattre, mettre de côté ce besoin de taper juste du premier coup. Toi, entre la première liste que tu as montée et ton premier playtest, donc là je parle même pas de celui qu'on a fait ensemble qui était comme tu l'as dit le 3e, 4e, quelque chose comme ça, et où on a pu tout de suite échanger beaucoup sur plein d'aspects. Vraiment ton premier contact avec le jeu, l'expérience de jeu réellement, qu'est-ce que ça a donné et quelles ont été les différences que tu as eues entre l'idée de départ, ta liste, et c'est quoi les premières choses qui t'ont frappé en fait quand tu as drafté ? Pour ma part, j'ai l'impression que de mémoire, parce que il commence à dater, enfin, ça fait pas 8 ans, mais je pense que ça fait 1 an et demi ou 2 ans que j'ai monté mon cube, donc se souvenir des soirées de draft, c'est pas forcément évident. Ça ne nous rajeunit pas, hein. Le temps passe un peu trop vite. Mais pour ma part, j'ai passé des bons moments sur mon cube. Dès les premiers drafts, j'ai des amis qui avaient l'air de passer des bons moments, et en général, tout le monde arrivait à drafter ce qu'il essayait de drafter et de jouer des parties plus ou moins agréables. J'ai l'impression, quand on a l'habitude de monter des decks dans des formats construits, que ça aide un petit peu à construire un premier cube, même si c'est peut-être pas forcément un prérequis. Et du coup, monter un cube, c'est comme monter un énorme deck dont les gens prendraient des petits bouts. Et donc, quand on monte un énorme deck, pour ma part, j'ai monté un cube assez
bas en power level, mais où toutes les cartes étaient donc assez basses en power level, et donc j'ai pas l'impression qu'il y a eu des frustrations dès les premières parties de dire ah mais je peux vraiment pas jouer parce que le vert est trop fort, parce que le bleu est trop faible, etc. etc. Et tout le monde, de mémoire, j'ai l'impression que tout le monde s'est amusé, ou alors me l'a pas dit, mais en tout cas mes premières Ça serait vraiment de pires amis. ouais, mes premières pratiques de mon cube se sont très bien passées. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que j'ai pas vraiment remis en question grand chose dans mon cube avant d'en discuter avec des gens qui étaient prêts à réfléchir sur la liste, que ce soit mes amis qui l'avaient testé la première fois et qui ont commencé à me dire au bout de la deuxième et troisième fois ah oui mais telle carte je pense que c'est vraiment pas bien parce que ça fait 2 fois que j'essaie de la jouer et que ça marche pas, tout le monde a perdu compte, c'est peut-être trop fort, etc. Forcément, après une première expérience avec que des néophytes, c'était difficile d'arriver à ces améliorations, mais je pense que un des plus grands conseils que je pourrais donner, c'est ne pas hésiter à demander aux gens qui ont drafté qu'est-ce qu'ils en ont pensé, et je le fais toujours, de dire bah il y a des nouvelles cartes, il y a des anciennes cartes qui sont draftées peu souvent, donc si vous les avez essayées, c'est quoi votre ressenti, et de proposer, j'ai tendance même à proposer aux gens quand j'hésite entre plusieurs cartes à échanger dans mon cube, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que celle-là, elle est mieux qu'une autre? Etc., etc. Et en général, les gens qui l'ont drafté plusieurs fois seront ravis de donner leur avis. On n'est pas obligé de les écouter, mais c'est toujours constructif pour faire évoluer les cubes, d'écouter les gens qui l'ont essayé, parce que ça fait plus d'expérience. C'est assez magique avec un cube. Quand on le joue à 8, il y a 8 personnes qui ont testé le truc, donc si on écoute les avis de 8 personnes, il va évoluer 8 fois plus vite. En plus, alors, je vais en profiter pour évoquer une des leçons de game design de Marcos Water. Donc Marcos Water qui est le lead game designer sur Magic, donc vraiment la personne qui chapeaute la création du jeu aujourd'hui et la direction dans laquelle il est développé. Un jour, il a fait une conférence qui s'appelle donc 20 Years, 20 Lessons, donc 20 années, 20 leçons. Et une des leçons qu'il donne, qu'il a appris en développant le jeu Magic, c'est que votre public, il est excellent à identifier les problèmes, mais qu'il est mauvais à les résoudre. Et ça, c'est une des choses sur lesquelles je veux vraiment insister pour tous ceux qui nous écoutent et qui se lancent dans la création de cubes ou qui aimeraient le faire. Et en vrai, c'est un bon conseil aussi pour tous ceux qui ont un peu plus de bouteilles et qui peut-être ont tendance à oublier cet aspect fondamental dont je vais parler. C'est que prendre des retours est extrêmement important. Ça ne veut pas dire que les joueurs, les personnes qui vous font des retours, lorsqu'elles vous font des propositions de solutions, ce sont ces solutions que vous devez mettre en place pour résoudre les problèmes. Régulièrement, lorsque vos joueurs ils vont vous faire un retour, ils vont vous dire ça, j'ai trouvé ça trop fort, ça, c'était pas fun, voilà. Le problème est là. Il y a eu une frustration, il y a eu un mal-être. Mais à quoi ce mal-être est dû, à quoi cette frustration est due? Peut-être que quelqu'un va vous dire cet équipement, il est beaucoup trop fort. Voilà, il faut le remplacer par un équipement qui est plus faible. Bon, très bien. Bah, peut-être que le problème, ce n'est pas l'équipement. Peut-être que le problème, c'est juste que le cube manque d'interaction. Et qu'avec quelques removals en plus, bah, cet équipement ne serait plus un souci. Que vous pourriez vous en débarrasser plus facilement et qu'il serait davantage tenu en échec par d'autres cartes. Un cube est très complexe au final. On parle dans un cube comme le tien de 360 cartes qui interagissent les unes avec les autres. Et donc c'est important de garder ça à l'esprit. En fait, vous êtes le plus à même de savoir quelles sont les contraintes avec lesquelles vous composez. C'est vous qui avez les clés en main pour pouvoir trouver des solutions. Alors parfois, vous allez avoir la chance d'avoir des interlocuteurs qui vont s'intéresser à vos problèmes et pas seulement à leurs ressentis. Et donc là, ça va commencer à des discussions intéressantes. Je sais que on discute régulièrement de nos différents cubes et quand on a des questionnements dessus, bah, on peut être un miroir assez intéressant en termes de dialectique pour pouvoir en causer. Mais souvent, ce qui est intéressant, c'est plus le problème que la solution en elle-même. En fait, c'est comprendre le problème et essayer derrière que la personne qui s'occupe du cube puisse trouver une solution adaptée. Oui, et il y a tellement de cartes Magic qui existent et qui sont disponibles pour rentrer dans votre cube que c'est compliqué parfois de réfléchir à des solutions. Et du coup, c'est bien une fois que le problème est identifié, de trouver la solution qui règle le problème et qui en cause pas un autre derrière. Exactement, aussi, très juste. Notamment, moi je me rends compte souvent sur des choix de cartes qui cross-pollinisent, oui. Comme on dit, donc qui appartiennent à plusieurs archétypes dans mon cube, d'arriver à les remplacer si elles sont trop faibles, trop fortes, ou si elles sont pas dans la vibe du cube,
tu arrives à les remplacer par quelque chose qui va remplir les mêmes rôles dans les mêmes archétypes, c'est pas forcément évident. Je peux pas juste remplacer une grosse carte très forte par une autre grosse carte très forte qui a à peu près la même puissance et la même pour une créature Je peux pas remplacer une grosse 6-6 par une autre grosse 6-6 sans réfléchir à tous les effets que la carte avait. Les cartes ont de plus en plus d'effets dans Magic avec les années, donc il y a des solutions à tous les problèmes et parfois repérer le problème n'est pas le seul problème. Parfois on a repéré le problème et on sait juste pas comment le résoudre aussi, et donc il y a des cartes qui restent et il faut beaucoup les jouer aussi, les cubes. Si on le joue 2 fois et qu'il y a des cartes qui sont pas piques 2 fois et que personne les joue et qu'on se dit bah du coup c'est qu'elle est pas bien dans le cube, c'est peut-être juste 2 fois pas de chance, personne jouait cet archétype ou personne n'a remarqué pourquoi la carte était bonne dans l'archétype. Si on le joue 30 fois et qu'il y a une carte qui a jamais été jouée, il y a peut-être un problème avec la carte. Et c'est là où je pense qu'il faut qu'on pose vraiment un de nos autres grands conseils, vraiment un des plus importants, et qui va avec ce que tu disais quand tu parlais de s'il y a 8 personnes qui draftent, ben en fait c'est 8 fois plus de retours, donc ça va avancer 8 fois plus vite. Souvent, si vous débutez dans la création de cubes, mon conseil, et ce qui s'applique en vrai aux personnes qui ont plus l'habitude aussi, la meilleure manière d'apprendre des choses sur votre cube pour l'améliorer, si vous voulez l'améliorer, on a beaucoup parlé de améliorer un cube, des problèmes dans un cube. En vrai, la plupart de ces choses restent subjectives. Et c'est quelle expérience vous voulez viser. Quand tu dis que tu veux des cartes moins fortes, bah, certaines personnes te diraient au contraire, faut power maxer, mettre les cartes les plus fortes possibles. Donc la notion de problème dans un cube, déjà, elle est un peu subjective. Mais ce que je voulais dire, c'est que si jamais vous voulez apprendre des choses sur votre cube pour essayer de résoudre des problèmes ou en tout cas d'adapter l'expérience à ce que vous voulez, il faut que vous jouiez votre cube et que vous le fassiez jouer. Il n'y a pas de meilleure solution que de juste enchaîner les drafts, le faire jouer encore. C'est souvent difficile sur un playtest, sur une soirée, de se rendre compte de problèmes de manière certaine. Peut-être que la situation était un peu exceptionnelle, peut-être que les personnes qui étaient à la table ont joué, ont drafté d'une certaine façon. Ce qui est intéressant, c'est de voir si les problèmes se répètent et deviennent systématiques. Alors dans ce cas-là, on se rend compte qu'il faut changer des choses. Donc, même si vous n'avez pas encore toutes les clés, toutes les armes pour pouvoir analyser votre cube dans le détail, et surtout si c'est un aspect qui vous fait peur, je vous encourage à jouer votre cube, le faire jouer, prendre les retours, comme tu disais Baptiste, et ça permettra justement d'accumuler des informations qui vont vous aiguiller, qui vont vous guider, qui vont mettre en valeur les problèmes, ou en tout cas les choses des choses vont vous sauter aux yeux et ce sera à vous de décider si vous voulez ou pas vous y atteler, quoi. Ouais. Globalement, le cube dont on parle aujourd'hui, c'est un cube, comme tu as dit, que tu as beaucoup construit à partir de ta collection. Et c'était un point sur lequel je voulais qu'on revienne, parce que il y a différentes manières de construire un cube. On le sait, il y a des personnes qui sont très investies dans ce format et dans cette scène de manière générale. Et donc pour ces personnes, c'est assez courant d'avoir 1, 2, 3, 4 cubes, parfois plus. J'ai coutume de souvent bâcher un petit peu notre groupe d'amis et de cubeurs parce que j'ai l'impression que si je les entendais, si je les laissais partir, on aurait rapidement 10 cubes par personne. J'ai l'impression que tout le monde en ce moment est dans une effervescence et a envie de créer plein de projets. Et je trouve ça super chouette. Mais construire un cube, c'est pas rien, mais il y a plein de manières de le faire. Justement, certaines sont plus difficiles que d'autres. Et donc, je voudrais qu'on se focalise justement sur les 2 manières de faire qui sont plus faciles, qui vont être un petit peu moins décourageantes, qui sont à la fois, donc, il y a l'exemple du Chilpel Cube, partir de votre collection, de partir d'un pool de cartes, d'un ensemble de cartes qui est à votre disposition, et de ne pas partir donc des 40 000, 50 000 cartes Magic qui existent. Et de l'autre côté, on va parler d'un autre truc qui est aussi de partir d'une liste déjà existante. Toi, globalement, aujourd'hui, tu as 2 cubes, voilà, et tu en as plein, des idées d'autres cubes. Et donc, déjà, on va faire un tout petit point rapide sur ces trucs-là. Aujourd'hui, tes idées, elles te viennent d'où? Comment? Qu'est-ce qui te les inspire? Et pourquoi est-ce que tu as envie de créer d'autres cubes? Moi, j'ai pas spécialement envie de créer d'autres cubes. J'ai envie de jouer à d'autres cubes et du coup, quand je vois des cubes, notamment quand je vois des cubes sur Internet, je me dis « Ah, mais ça serait trop bien de l'essayer ». Et malheureusement, c'est pas possible parce que c'est des cubes qui existent aux États-Unis, qui existent ailleurs, qu'on peut pas proxy 360 cartes à chaque fois qu'on va tester un cube.
etc. Et du coup, je suis extrêmement motivé par le fait de jouer plus de cubes. Et je me rends compte que j'ai pas la capacité budgétaire et de temps et d'investissement à en monter plus moi-même. T'es un cubeur fou en fait. Je suis un cubeur fou, mais Tu cuberais 3 fois par semaine. tout à fait. Mais je suis assez content de mon premier cube. A raison. Et j'ai envie de continuer à l'améliorer. Dans l'immédiat, je suis pas poussé à créer d'autres cubes, mais par contre, j'aime beaucoup l'idée de réfléchir à des cubes et c'est vrai que je me retrouve souvent à discuter avec les gens, donc de Poitiers la plupart du temps, qui ont envie de monter un cube, pourquoi, comment, quelle est la base de leur cube, et de discuter avec ces gens-là, c'est un peu comme participer à la construction du cube et sans avoir besoin de s'y atteler cœur, corps et âme. Mais voilà, comme tu dis, j'ai 2 cubes, mais bon, j'ai un deuxième cube qui est à moitié un cube, c'est juste une collection de cartes Doctor Who qui me permet de faire une sorte de cube Doctor Who avec des landes en plus, quelques cartes qui sont ajoutées pour faire un cube Commander multi Doctor Who, mais que je présente pas comme un cube très travaillé, très réfléchi. Je te trouve un peu dur. Je te trouve un peu dur parce que, et justement, c'est là où on voit que les créateurs de cubes sont très exigeants avec eux-mêmes et c'est une des choses qu'on veut débunker aujourd'hui, donc ça tombe bien, l'exemple est parfait. Parce que pour moi, ton cube Doctor Who est complètement un cube. Alors, si vraiment tu voulais pas l'appeler comme ça, personne ne t'y forcerait. Mais là, on parle quand même d'un cube sur lequel non seulement tu as fait une sélection de cartes, c'est-à-dire que c'est pas comme si tu avais juste pris plein de cartes au pif, non, tu as récupéré plein de cartes et ensuite tu t'es dit, ok, il y a des trous. Comment est-ce que je fais pour que l'expérience, elle se tienne ? Il faut du fixing, voilà, que les joueurs puissent quand même jouer leurs cartes, qu'il y ait suffisamment de terrain, qu'ils fassent les différentes couleurs, etc. Ok, il y a une inégalité dans les couleurs, comment est-ce que je gère cette situation ? En vrai, tu as fait pas mal de travail. Oui, moi j'ai fait du travail sur ce cube. Enfin, c'est un cube en effet, mais ça se veut de proposer une expérience alternative au préconstruit Doctor Who. C'est pas quelque chose qui évoluera dans l'avenir, puisque à moins que Wizard nous sorte un deuxième set Doctor Who, ce que je n'imagine pas se réaliser dans les mois et années prochaines, c'est un cube qui va pas beaucoup bouger. Et moi, j'utilise surtout ce cube personnellement pour me monter des decks Commander Doctor Who, en prenant des cartes du cube, jouer avec et en les remettant dans ma boîte de cubes à la fin de la soirée. T'aurais bien tort de ton privé, j'ai envie de dire. Voilà. C'est pas un problème en soi. Globalement, ça c'est un très bon exemple d'une création de cube qui est partie d'une idée, qui est partie d'une volonté et où la base que tu as prise, elle t'a énormément aidé, elle a énormément structuré cette première liste, ce premier draft. Parce que au final, ce que tu as fait, c'est que tu es parti des cartes Doctor Who et que tu avais déjà un pool de cartes assez vaste et donc les parties manquantes, les trous en fait à compléter, au final, ils étaient relativement faciles à identifier. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu de ce processus et derrière qu'on puisse voir comment est-ce que ça peut s'appliquer à différents contextes, à d'autres contextes, d'autres cubes ? Oui, moi quand j'ai pris la liste de toutes les cartes non-terrain de Doctor Who, je me suis rendu compte que 3 des 4 préconstruits ne contenaient pas du noir. Enfin, un seul des 4 préconstruits contenait du noir, donc il y avait un ratio de cartes noires extrêmement faible par rapport aux cartes bleues qui sont présentes dans les 4 cubes, par exemple. Donc je me suis retrouvé avec une liste qui n'était pas draftable en l'état. Parce que si au début du premier booster de draft, 2 personnes se disent « Tiens, je partirais bien sur noir », eh ben, elles vont avoir beaucoup de soucis à se faire alors qu'il n'y a que 17 cartes noires dans le cube. Et ça aurait pu être ta volonté d'assumer que noir était une couleur extrêmement rare et donc extrêmement risquée à drafter. Mais c'était pas ça que tu voulais, tu voulais pas créer une expérience qui soit aride, qui soit frustrante pour tes joueurs, donc du coup, tu as essayé de solutionner ça. C'est ça, j'ai essayé de solutionner les couleurs en compensant certaines couleurs, en rajoutant des cartes, plutôt des cartes assez mythiques du commandeur dans ces couleurs, en faisant des proxys avec des images de Doctor Who. J'ai essayé de rajouter d'améliorer le fixing, la mana base du cube est composée de bilans originaux, de fetchland, enfin une mana base à 25 000 € en proxy, et ce qui n'est pas du tout le cas de mon autre cube, en me disant mais les gens vont la plupart du temps jouer tricolore, donc il faut que la mana base puisse suivre, etc. Je suis parti d'une liste qui était à mon sens très difficilement draftable et j'ai essayé de faire quelques ajustements pour que ça reste une expérience agréable à jouer, avec la seule idée que si c'est pas agréable,
personne ne voudra jouer avec moi. Donc voilà. Et ça, c'est une des choses les plus importantes quand on vous parle de résoudre des problèmes dans un cube, quand on vous dit que on essaie d'améliorer notre cube en permanence. Alors, il y a l'améliorer parce qu'on rajoute des nouvelles cartes, des cartes récentes, dans le but de renouveler l'expérience, d'ajouter des nouveaux jouets avec lesquels s'amuser en fait. Mais il y a aussi tout simplement le fait que si une expérience devient désagréable, bah les personnes ne voudront pas réitérer l'expérience. Et ça, c'est un des trucs les plus importants, c'est que la seule pression que vous devez vous mettre, et j'insiste sur le fait qu'elle ne doit pas être trop grande, la seule pression que vous devez vous mettre, c'est est-ce que mes joueurs ont passé un bon moment ? Si vos joueurs se sont amusés, et que vous aussi, a priori, c'est quand même important, c'est vous qui l'avez fait, c'est vous qui travaillez, en fait, vous avez tout gagné. Vous avez réussi le plus dur en fait. Et paradoxalement, comme je disais, c'est à la fois le plus dur et à la fois c'est le plus facile parce que même avec un pool de cartes aléatoires, déjà c'est fun. Déjà il y a des challenges, déjà il y a des choix intéressants. Oui, tout à fait. Je pense que l'important, c'est de se retrouver à faire des listes qu'on aurait envie de drafter dans les cubes de nos amis. Et après, ça peut être un thème hyper spécifique si c'est ce qui vous tente, comme mon cube Doctor Who qui est quand même très spécifique. C'est un cube Commander, donc il parle pas au même cubeur que... Enfin, on connaît des gens qui préfèrent le cube Commander, on connaît des gens qui préfèrent le cube classique. Bon, qui ça ? Et faut se dire que va falloir peut-être chercher un peu plus longtemps, mais l'important c'est aussi de faire un cube qui vous plaise, comme tu le disais. Et donc, moi, je trouverai toujours des gens qui aiment beaucoup Doctor Who et qui seront ravis de passer une soirée à jouer Cube Commander Doctor Who. C'est pas la même expérience que la plupart des cubes, mais si c'est une expérience qui vous plaît à vous en tant que créateur de cubes, ça sera probablement une expérience qui va plaire à d'autres gens pour venir jouer avec vous. Globalement, dans les deux cas, ce qu'on disait, c'est que tu es parti d'un pool de cartes au final. Donc on est vraiment dans cette première approche. Alors, dans le cas de Doctor Who, tu as dû acquérir des cartes, mais tu ne les avais pas forcément à l'origine. Tu avais déjà les decks préconstruits ou pas au final ? Non, je les ai achetés pour voilà, tu les as achetés pour l'occasion. Mais au final, en achetant les decks préconstruits, t'avais quoi 80-90% déjà des cartes, quelque chose de cet ordre-là, je crois. J'ai proxy 40 landes et 26 cartes. Donc 66 cartes sur un cube de 320, je crois. C'est ça. Donc, la vaste majorité des cartes, tu les as acquis de manière relativement simple. C'est pas quelque chose qui t'a demandé beaucoup de travail. Et derrière, pour le coup, l'exercice, il a plutôt consisté à compléter tout ça, trouver les cartes manquantes, les cartes qui permettaient vraiment d'ajuster l'ensemble pour que ce soit bien stable. Du coup, ces decks préconstruits, au final, c'est ça qui a constitué la base. De la même manière que sur ton Chillbug Cube, la base, au final, même si le pool était plus large et que contrairement à Doctor Who, tu as enlevé plein de cartes. Il y a plein de cartes de ta collection que tu n'as pas mises. Mais de la même manière, t'es parti d'un pool restreint de cartes. Et justement, je pense que c'est bien de parler de pourquoi est-ce que c'est une contrainte intéressante et pourquoi pour vous qui peut-être débutez dans l'exercice, ça peut être une très bonne chose et ça peut vachement vous aider. Bon, globalement, toi, quand tu as commencé, ce que tu expliquais, tu as d'abord regardé des archétypes, mais il y avait bien des cartes que tu t'es dit, j'ai envie de les y mettre, j'ai envie de mettre ça dans mon cube. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'avais envie de jouer avec des cartes que j'avais en trop. J'avais notamment envie de jouer avec des cartes que je trouve très bien, qui ne sont pas fortes ou pas jouables en Commander Multi, puisque c'est le format auquel je jouais principalement avant de faire du cube. Du coup, j'ai fouillé mes boîtes en me disant « Ah, mais ça, je jouais avec il y a 10 ans, c'était super fun, j'ai envie de la rejouer. » Et c'est important de partir de cartes qui nous plaisent, de cartes qu'on aime bien, de cartes qu'on se dit « Ah, je la verrais bien un peu plus. Cette carte-là, je la trouve très agréable à jouer. » Malheureusement, dans les formats compétitifs, beaucoup de cartes sont pas valables parce qu'elles sont pas assez fortes. Dans des formats comme le Commander, beaucoup de cartes sont pas assez valables quand on a 3 adversaires. Donc il y a un peu cette maison-là avec le cube de faire du 1 contre 1. Enfin, moi j'ai trouvé cette maison-là personnellement dans le cube, de faire du 1 contre 1 non compétitif et agréable à jouer. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire un power level un peu plus bas en me disant ça va être une maison pour jouer des choses un peu plus tranquilles. Mais l'important pour moi, c'était quand même de jouer avec des cartes que j'aimais beaucoup. Et je sais que mes premiers choix de cartes qui sont rentrés dans le cube seront probablement des cartes qui ne sortiront jamais du cube. Et l'autre énorme avantage de ça, je trouve, c'est que ces cartes que tu possèdes et que tu as envie de jouer,
il y a fort à parier que ce sont des cartes que tu as acquises en faisant des drafts, en faisant des avant-premières, en ouvrant des boîtes de boosters. Donc, comme tu l'as dit, au final, tu as construit des archétypes qui étaient des archétypes de limité, qui étaient des archétypes qui, parfois, intégraient ces cartes-là, qui étaient on va dire une coïncidence naturelle avec les cartes qui te faisaient envie. Et c'est là une des grandes forces de faire votre collection, c'est que votre collection, elle s'est rarement constituée de 3 cartes de chaque extension prises aléatoirement. Souvent, votre collection, elle va se situer dans le temps dans Magic. Elle va concentrer des cartes de certaines extensions, de certains blocs. Et ces cartes sont faites pour fonctionner ensemble. Wizards of the Coast, les éditeurs de Magic, eux, ils ont pensé ces formats pour fonctionner ensemble. Ils les ont pensés pour avoir des synergies. Ils ont pensé des environnements de limité de draft. Et c'est ça la grande force de reprendre votre collection. C'est qu'il y a fort à parier que vous êtes en mesure de remettre en place ces synergies parce que vous allez avoir les petites communes, les petites zones co qui fonctionnent avec ces trucs-là. Si vous cherchez à avoir que des rares et des mythiques, c'est plus compliqué. Mais souvent, ça fera pas un meilleur environnement. Très loin de là. Oui. Après, si vous décidez de partir sans collection ou que vous n'avez jamais drafté, jamais fait de scellé, etc., c'est aussi tout à fait possible d'envisager 2 proxys, encore une fois, de faire avec une imprimante à la maison ou en commandant des fausses cartes. Enfin, des vraies fausses cartes, il y a plein de sites qui permettent de faire ça. Personnellement, j'ai choisi que mon cube ait une contrainte de budget, de cartes que je pouvais me permettre d'acheter ou de récupérer chez les amis, mais si vous n'avez pas de collection, vous pouvez aussi monter un cube, et notamment en partant de listes que vous pouvez trouver sur Internet, par exemple. Sur notre site préféré, notre seigneur, Cube Cobra. Cube Cobra, on en parlera tout à l'heure, c'est une ressource qui est absolument extraordinaire. Enfin, aujourd'hui, moi, je ne sais pas comment je ferais s'il n'y avait pas ce site, s'il n'y avait pas cette ressource-là. Je pense que ça me serait vraiment beaucoup plus difficile, beaucoup plus pesant de créer un nouveau cube ou même de mettre à jour mes cubes actuels en réalité. C'est un site incroyable et sur ce site, vous allez pouvoir trouver des centaines, des milliers de cubes différents. Alors vraiment, on parle d'une base de données qui est gigantesque. Et si vous avez envie de drafter quelque chose, c'est ce que tu disais quand tu disais, c'est pas que j'ai envie d'en créer plein, c'est j'ai envie d'en jouer d'autres. S'il y a une liste qui vous fait envie, rien ne vous empêche de l'imprimer ou de l'acheter, si vous avez envie d'acheter les cartes, de la monter telle qu'elle. Quelqu'un a littéralement fait le travail à votre place, et ensuite, ce cube vous appartient. Et quand je dis vous appartient, je pense que tu m'as bien saisi. Il vous appartient dans tous les sens du terme, aussi au sens figuré. C'est-à-dire que l'avenir de ce cube, ce qu'il en devient, vous appartient aussi. Je connais, on a un ami Charles qui possède un cube popper et donc qui suit les vraies mises à jour de la liste officielle. Mais vous n'êtes pas obligé, une fois que vous avez pris la liste, de la garder telle quelle. Vous pouvez complètement vous l'approprier et faire vos propres changements. Oui. Charles, il fait le choix de mettre à jour la liste popper, mais a priori sur Cube Cobra, on peut voir les anciennes versions de la liste. Et ce qui vous intéresse, c'est le popper avant Modern Horizon, par exemple. Oui, c'est un très bon exemple. C'est des extensions qui sont assez clivantes, qui ont bouleversé pas mal de formats. L'exemple est assez parlant, oui. Si vous trouvez que les communes, elles deviennent de plus en plus fortes et que c'était mieux avant, vous pouvez reprendre une ancienne liste de Cube Popper et repartir de ça pour faire votre travail vous-même. Il y a plein de gens qui font plein de cubes qui se ressemblent et beaucoup de cubes qui ne se ressemblent pas. Sur Cube Cobra, vous avez aussi accès à une cube map sur laquelle vous pouvez voir si vous trouvez un cube que vous aimez bien. Par exemple, à un moment, j'avais cherché des cubes multicolores où il n'y a aucune carte monocolore. Oui, ça c'est pas facile à construire en plus. C'est pas forcément une très 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 bonne idée. Ça fait des expériences très radicalement différentes de ce qu'on a l'habitude, oui. Mais en regardant ces cubes-là, sur la cube map, on trouve beaucoup d'autres cubes qui ont eu à peu près les mêmes idées. Ou si on clique sur mon cube Doctor Who et qu'on va sur la cube map, on va trouver beaucoup de cubes qui sont tous basés autour de Doctor Who, qui ont été construits de façon différente. Il y a des cubes par extension, il y a des cubes par bloc, etc. etc. En gros, ce que tu es en train de dire, c'est que si jamais votre dose quotidienne ne fait plus effet, vous trouverez des drogues plus fortes, des cubes plus originaux qui donnent des expériences plus différentes. Entre guillemets, moi je sais qu'il faudrait que je regarde maintenant, mais au tout début, ma liste de cubes avait été mise à côté, très très proche du
du cube Popper, justement. Mais c'est pas Parce- surprenant à cause de la quantité de communes. Ouais. À cause de la quantité de communes, tout à fait. Et du coup, ça permet aussi de se rendre compte de choses qui sont pas très loin de ce qu'on a essayé de construire en power level, ah, mais qu'est-ce que... on a 50% de cartes en commun, qu'est-ce que ces gens-là ont mis d'autres que moi j'ai pas mis, à quelle carte j'ai pas pensé, c'est quoi les landes qu'ils utilisent, pourquoi moi je joue cela et pas cela, etc. etc. Très Et juste. donc, que ça soit pour améliorer ta propre liste ou pour partir d'une liste existante, le même ami Charles qu'on a aussi monté un cube Seigneur des Anneaux. Oui, dont il est parti d'une liste existante. Et il est parti d'une liste existante et il a dit oui, mais cette liste-là, elle me pose un problème. Je la trouve super, mais elle me pose un problème pour ceci, cela. Et donc il est parti de cette liste-là et il l'a changée à son gré pour en faire quelque chose qui lui convenait plus à lui. C'est vraiment une très très bonne manière de s'y mettre si l'exercice de penser une liste de 360 cartes vous fait peur. Tu parlais de... Au final, c'est comme un peu construire un gros deck. Oui, et en même temps, c'est plus intimidant, il y a plus de cartes. Même des gens qui ont fait du commandeur sans cartes, bah, c'est pas 360, voilà, c'est vraiment plus. Et encore, il y a des cubes de 450, 540, 720 cartes. Et petit aparté, on en reparlera dans notre épisode, mais si vous voulez que votre cube il fasse 128 cartes ou 129,5, c'est vous qui décidez. Bon, le 0,5, je sais pas comment vous le gérez, hein, mais c'est pas moi qui fournis les ciseaux pour votre Blacker Lotus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, c'est intimidant et le fait de prendre le travail de quelqu'un, enfin, cette personne, elle sera ravie hein, que vous preniez son cube. C'est pas du vol, c'est vraiment du partage et même la plupart, je pense, seront flattés, seront honorés que leur liste vous plaise et que vous décidiez de la reproduire. Moi personnellement, si quelqu'un, j'ai eu des nouvelles personnes qui ont eu envie de suivre mon cube artefact, si jamais le moindre d'entre eux a envie de reproduire la liste chez lui parce qu'elle lui plaît et qu'il a envie de la jouer, mais moi je serais complètement honoré, enfin je serais beaucoup trop heureux. Et je pense que la plupart des personnes qui créent un cube, c'est pareil. Donc faut vraiment pas vous interdire de le faire. Je pense qu'au contraire, c'est une très bonne chose. Ça va vous aider à passer le pas, à vous dire là oui, ça fait peur, mais en fait, tout ce que j'ai à faire, c'est acheter des cartes ou imprimer des proxys, sliver, et on peut jouer. Et il n'y a pas besoin nécessairement que vous ayez une idée compliquée, que vous la mettiez en œuvre. Vous avez plein de manières de vous y mettre. Et si vous avez une idée un petit peu compliquée et tout, même là, il y a plein de ressources, il y a plein de choses pour vous aider. Ce qu'on va d'ailleurs aborder juste après pour que vous puissiez faire ça, quoi. Je rebondis tant qu'on parle de Cube Cobra et des listes. Sur mon histoire de cube multicolore, j'avais fini par trouver des listes de cubes multicolores et sur Cube Cobra, on peut tester de drafter. On draft contre des bots, mais en draftant une liste que j'avais trouvée très sympa, c'est pas forcément évident quand on débute de se rendre compte en regardant 360 noms de cartes les uns au-dessus des autres, si le cube il est bien, si le cube il est agréable à jouer, etc., etc. Mais sur Cube Cobra, on peut drafter le cube et se dire « Ah ben en fait, cette expérience, elle est tout à fait pour moi. Ah ben en fait, cette expérience, elle me convient pas. » Et on peut essayer le cube quelques fois. Si vous avez des amis qui sont prêts à faire ça avec vous, vous pouvez également drafter les cubes sur Cube Cobra en ligne avec vos amis pour voir une vraie expérience avec des gens. Et ça permet d'être plus sûr de soi avant de passer le pas. Avant de se dire je vais imprimer 45 feuilles de papier pour pouvoir faire un cube qui, ça se trouve, ne va pas me plaire. Très très juste. En plus, maintenant, Cube Cobra a créé une intégration avec Draftmancer qui est extrêmement agréable à manipuler, je trouve. Vraiment, si vous avez envie de, comme tu le dis, de tester des choses, d'essayer des trucs, juste de voir si au moins l'expérience de draft, elle vous plaît, c'est très très facile de le faire. Et en plus, ça prend... Enfin là, on parle d'un truc qui va te prendre 15-20 minutes, quoi, maximum. C'est très, très rapide à faire. Vous pouvez même le faire avec vos amis. Ouais. Ce que je te propose, c'est que avant de passer à la dernière section de notre épisode, parce que mine de rien, on parle, mais le temps passe vite. Avant de passer à cette dernière section, ce que je te propose, c'est de faire un dernier point sur justement toutes les ressources, tous les conseils qu'on peut vous donner pour vous lancer dans la création de votre premier cube. Parce que au final, on a tenté de faire de notre mieux pour essayer de vous encourager à vous dire vous allez voir, vous pouvez y arriver si vous avez envie. On comprend syndrome de l'imposteur, plein de choses, non mais les autres ils y arrivent mais moi j'en serais pas capable. Vraiment, on peut que vous recommander d'y aller. Mais on comprend que parfois c'est pas suffisant et que ce premier pas il est difficile. Donc là, on va vous lister quelques petites ressources, justement, des sortes de bons conseils de si vous vous lancez, si vous allez voir ça, si vous faites ça, ça va vous simplifier la vie. Il y aura sûrement de l'ardite par rapport à d'autres épisodes ou quoi que ce soit, mais c'est normal parce que de toute façon, on aura de cesse de vous conseiller ça, hein, de vous conseiller des trucs bien.
mais on va faire un petit florilège de bonnes astuces. Super. Première astuce, partez de cartes que vous aimez beaucoup. Quand je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais ça sera beaucoup plus agréable pour vous d'ouvrir un paquet de cartes avec 3 cartes que vous adorez et pas savoir laquelle prendre, que de plein de cartes que vous aviez jamais vues et que vous avez mis ensemble pour les intérêts du cube. Vous vous dites, ah bah moi je m'en moque de prendre celle-là ou celle-ci. Mais tellement. C'est régulièrement, il y a des personnes qui vont vous dire, quand vous demandez des conseils sur des forums, ça se voit beaucoup aux États-Unis, sur Reddit, des trucs comme ça, où les gens ils peuvent être parfois hyper péremptoires en disant non mais ça c'est pas une carte de cube, ça c'est une bonne carte de cube, c'est une mauvaise carte de cube. La meilleure carte de cube, c'est celle avec laquelle vous avez envie de jouer. C'est celle que vous avez envie de drafter. Ça c'est la meilleure. Et les autres on verra après. Donc excellent conseil de juste commencer déjà par vous dire mais j'ai envie de mettre ça dans mon cube. Et vous ferez le cube autour et vous trouverez des solutions. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, une fois que vous avez vos cartes qui vous plaisent, mais vous dites je sais pas trop quelle carte irait avec. Il y a plein de solutions sur internet pour chercher des cartes. Scryfall, excellent site internet pour pouvoir faire des recherches spécifiques. Mais là, je vais vous parler de 2 sites différents, justement pour pouvoir chercher des cartes qui vont en relation avec les cartes que vous avez déjà sélectionnées. Le premier on a parlé, c'est Cube Cobra. En cherchant des cartes, vous pourrez voir des cubes qui rentrent la carte et voir des cartes qui sont associées régulièrement. C'est un outil extrêmement puissant, vraiment c'est super bien. Et ça va vous donner des indications, des idées. Vous dites, ah, c'est vrai que cette carte pourrait la prendre. Et comme ça, de fil en aiguille, vous allez pouvoir compléter vos archétypes, commencer à faire émerger des choses. Mais le deuxième site, sur lequel tu as dû aller peut-être plus que moi, je me rends pas bien compte, c'est EDHREC. Oui. Voilà. EDHREC, c'est un site qui d'habitude est pas dédié aux joueurs d'or bon genre, moi qui suis aficionados de cube et qui joue maintenant plus à grand chose d'autre. C'est plutôt un site pour le commandeur, mais je pense que tu vois très bien pourquoi est-ce que je le pense pertinent. Oui, je vois très bien pourquoi tu le penses pertinent. Ça m'est moi-même arrivé de faire des recherches sur EDHREC pour quelques cartes, parce que sur le site EDHREC, on peut rechercher des cartes par catégorie. Ils ont des thèmes. Par exemple, si votre cube contient un thème marqueur +1 +1, dans les thèmes de EDHREC, vous pourrez regarder marqueur +1 +1, choisir les couleurs de votre deck commandeur, entre guillemets, mais du coup, vous, les couleurs de votre archétype. Par exemple, vert-blanc, vous pourrez regarder tous les commandeurs vert-blanc qui conseillent pour faire des marqueurs +1 +1, et quand vous cliquez dessus, vous verrez toutes les cartes qui sont régulièrement mises dans les decks vert-blanc +1 +1 de EDHREC, et donc vous verrez plein de cartes qui marchent en vert et en blanc, et en vert-blanc pour votre archétype. En plus de ça, c'est vraiment très utile. Alors, je sais pas comment formuler ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas toujours extrêmement adapté, mais là où je trouve l'outil particulièrement pertinent, c'est lorsque vous allez chercher des cartes à synergie. En fait, la grande force d'EDHREC, c'est que le commandeur est un format qui incite à cet effet de snowball, à cet effet avec des decks hautement synergiques qui ont un thème et qui essaient de le mettre en exergue, de le mettre en fonctionnement. Donc, un site qui va recenser les cartes qui synergisent, qui vont venir renforcer, qui vont venir multiplier l'effet d'autres cartes, qui vont venir comboter, c'est hyper fort dès lors que dans votre cube, vous cherchez justement des synergies, vous cherchez à créer des passerelles entre les cartes. EDHREC, c'est pas le meilleur site si jamais vous cherchez le 4e ou 5e removal de votre couleur, vous voulez avoir une autre carte de gestion. EDHREC, ce sera pas forcément le meilleur site. Par contre, dès lors qu'il s'agit, comme tu le dis, d'archétypes où tu cherches à mettre un thème en fonctionnement, EDHREC, c'est incroyable. Alors ça vous donnera plus rarement les petites pépites que personne connaît. C'est le défaut d'EDHREC qui repose sur la popularité des cartes et sur plus une carte est présente, plus elle va être visible. Mais par contre, si jamais il y a des cartes un peu évidentes, des clés de voûte d'archétype, vous ne pourrez pas les rater. Et ça permet de s'assurer qu'on n'est pas passé à côté d'un truc qui est exactement ce qu'on veut, juste parce que dans notre recherche, elle ne savait pas le bon mot-clé ou quoi que ce soit. L'autre truc que je ne peux que vous recommander, alors vous ne l'aurez pas tous à disposition, c'est des gens autour de vous. Des amis, c'est mieux, parce qu'ils sont souvent plus sympas. Mais même si c'est pas vos amis, si vous avez une association locale, si vous connaissez des personnes qui ont un cube, bref, discutez avec des gens qui ont un cube ou qui jouent au cube. En fait, nous là, on vous donne des conseils et on tente de vous donner les meilleurs conseils possibles. Vraiment, on le fait avec toute notre générosité. Mais en fait, c'est utile d'avoir des conseils de différentes personnes. Et ces gens-là, qui sont potentiellement plus proches de vous,
s'ils sont d'accord, vous donneront de très très bons conseils. Ça rejoint ce que tu disais. Il y a aussi les conseils de vos joueurs. Mais déjà, dans l'étape de construction de votre cube, si vous avez des personnes dans votre entourage qui se sont déjà prêtées à l'exercice, elles auront sûrement de très bons conseils sur des questions de base que vous pouvez vous poser. Combien de removal je dois mettre, combien de terrain je dois mettre, etc., etc. Après, si vous êtes déjà à écouter un podcast sur la création des cubes, j'imagine que vous êtes peut-être la personne de votre playgroup la plus intéressée par le sujet. Voilà, j'aimerais tellement que non, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut être lucide. Et vous pouvez également tomber sur des vidéos YouTube. Moi, j'en ai pas vu beaucoup avant de créer mon cube, mais il y a des articles, notamment sur Cube Cobra. Il y a d'autres podcasts, etc., qui pourront vous donner pour les parties statistiques notamment, comme tu disais, qui pourront vous donner des indices sans que vous ayez besoin de regarder vous-même 25 listes sur Internet avant de vous dire « Ah, bah, j'ai l'impression que ces gens-là mettent tant de terrain, par exemple. » Et puis, encore une fois, comme tu le disais tout à l'heure, tout est dépendant de ce que vous avez envie de créer votre cube, et vous pouvez très bien faire un cube avec 0 terrain si c'est l'expérience que vous avez envie de proposer à vos joueurs. Et comme vous pouvez faire un cube, on en connaît, avec énormément de terrain, si c'est le thème de votre cube. On pense à toi, Antonin. Voilà. Enfin, l'autre conseil que je voulais vous donner, qui est plus dans la praticité de la chose, c'est, tu l'as déjà abordé. Je pense que c'était très bien qu'on en parle à différents moments, mais là, je veux qu'on mette un point sur ça. C'est les proxys. Vous n'avez pas besoin d'acheter toutes les cartes de votre cube pour pouvoir monter un cube. Si quelqu'un vous dit le contraire, désolé, mais il a tort. Voilà. Et là, pour le coup, je vais être péremptoire. Si vous voulez proxy et imprimer vos cartes, voilà, on vous donnera pas pour des raisons évidentes de nom de site, mais c'est très facile à trouver sur Internet. Si vous voulez avoir des proxys de vos cartes pour monter un cube sans avoir besoin d'acheter les cartes en question, c'est complètement possible. Et il faut vraiment pas vous laisser arrêter par l'aspect financier. Mais cette carte elle coûte cher et mais je voudrais mettre des bons terrains dans mon cube, mais j'ai pas l'argent pour pouvoir acheter 10 Raveland, 10 Fetchland. Mais il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas besoin de les acheter. Et ça, c'est super important. Vous ne laissez pas décourager. Surtout que, comme tu l'as dit, les cartes ne vont peut-être pas rester. Oui, c'est extrêmement décourageant d'acheter une carte à 10 € pour devoir la retirer 2 mises à jour plus tard parce qu'on se rend compte que finalement, c'était peut-être pas une bonne idée. Donc, ça vaut le coup d'imprimer ou de faire imprimer des proxys. Personnellement, je ne l'ai pas fait pour mon premier cube parce que j'avais la contrainte. J'avais choisi, je m'étais imposé moi-même, mais c'est moi-même et il ne faut pas le faire pour tout le monde. Cette contrainte budgétaire de principalement des cartes que j'ai déjà ou des cartes qui ne vont pas me coûter cher ou des cartes que je pourrais changer. Mais c'est très bien de proxy les cartes, parfois pour les essayer sans frustration, de se dire je l'essaye. Si je vois que ça marche, je l'achèterai plus tard ou pas. Et parfois juste parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir 10 bilans à votre disposition pour chaque cube que vous souhaitez monter. Voilà. Et heureusement, parce que je vous dis pas combien ça vous reviendrait dès lors que vous allez devenir un David, un Baptiste, un Antonin, bref, quelqu'un qui a envie d'avoir 50 cubes différents, parce que le cube, c'est quand même vachement cool. Est-ce que tu pensais à d'autres petites choses, Baptiste ? Pour rebondir sur le dernier point, le cube, c'est quand même un petit investissement. À partir du moment où vous avez un cube, vous allez souvent avoir envie de sliver le cube, par exemple. C'est aussi pour ça qu'on vous conseille de proxy, c'est que ne serait-ce qu'acheter des pochettes pour vos cartes et tout mettre dans une boîte à chaussures, ça va déjà vous coûter 400 pochettes pour faire un premier cube. Donc il ne faut vraiment pas se mettre la pression, il ne faut vraiment pas que l'argument financier vous empêche de monter un cube. Et en même temps, on parle de 400 pochettes. 400 pochettes, c'est vraiment quelque chose qu'on peut récupérer pour une somme assez modeste au final. Oui. Y a différentes marques de sleeves. Et je pense que c'est très bien que tu abordes ça parce que si on fait un petit récapitulatif, vous voulez vous lancer dans la construction d'un cube, globalement, vous avez besoin d'un contenant, ça peut être une boîte à chaussures, mais vous pouvez évidemment choisir d'autres contenants plus nobles, mais une boîte à chaussures, c'est très bien. Enfin, moi, c'était dans un petit carton que j'avais rangé mon premier cube. Il vous faut effectivement entre 400 et 500 pochettes, voilà, pour pouvoir avoir et vos cartes et vos terrains de base. Donc, j'en ai vos terrains de base récupérés auprès de votre association, auprès de votre boutique, auprès des joueurs autour de vous. Récupérez entre 30 et 40 terrains de base de chaque couleur. Et là, derrière, vous n'avez plus qu'à choisir vos cartes et c'est parti, quoi. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup plus pour vous lancer. Moi, je vous conseille de vous faire un compte sur Cube Cobra et de faire votre liste dessus. Et pourtant, j'ai pas d'action dessus. Hein, voilà, mais vraiment, pour moi, c'est le meilleur outil. Après, techniquement, vous pouvez le faire sur Moxfield. Ouais, sur Moxfield. Il y a des gens qui l'ont fait. Oui, pareil. Moi, j'ai monté mon cube sur Moxfield avant de découvrir Cube Cobra. Enfin, je connaissais Cube Cobra, mais j'utilisais plus Moxfield en tant que joueur commandeur et j'ai monté mon cube dessus.
Donc, comme quoi c'est possible. Moxfield a l'avantage, mais vous pouvez le faire juste en exportant votre liste depuis Cube Cobra sur Moxfield, a l'avantage de vous dire tous les tokens dont vous avez besoin pour votre cube, par exemple. Une fois que vous avez la liste. C'est accessible aussi sur Cube Cobra. Ah, parce que pardon. Cube Cobra fait tout. Je ne l'avais pas trouvé. Et bien, tu vois, comme quoi ça vaut le coup. Est-ce qu'on enchaîne sur la section suivante ? Très bien. Nous voici dans la section sous les radars, la dernière partie de notre épisode dans laquelle nous allons parler chacun d'une carte que nous voulons mettre en avant, une carte un petit peu méconnue mais qu'on trouve particulièrement intéressante dans le contexte du cube. Il y a une règle et une seule, elle doit être présente dans moins de 1% des cubes sur Cube Cobra. Baptiste, de quelle carte souhaites-tu nous parler aujourd'hui ? Alors moi, je souhaiterais vous parler d'une carte qui a beaucoup fait parler lors de notre dernière partie de mon propre cube, le Chillball Cube. C'est une carte qui s'appelle l'Indomptable. C'est un véhicule pour 2 mana génériques et 2 bleus. Véhicule légendaire qui a un effet qui dit à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Vu que c'est un véhicule, c'est également une 6-6 piétinement avec pilotage 3. Oui, on parle quand même d'un gros body, hein. On n'est pas Voilà. on n'est pas sur un petit véhicule. On n'est pas sur un petit véhicule, c'est une 6-6 piétinement qui pourra elle-même vous faire piocher si vous arrivez à la piloter et à taper avec. C'est un gros bateau pirate et elle a une dernière capacité. Vous pouvez lancer l'Indomptable depuis votre cimetière tant que vous contrôlez au moins 3 pirates et ou véhicules engagés. Wow. Et cette super carte n'est jouée que dans 0,24% des cubes, 684 cubes en total. Alors que franchement, on parle quand même d'un bon bout de carton. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette carte ? Ce que je peux vous dire sur cette carte, c'est que pour 2 mana génériques et 2 bleus, cette carte a le même effet passif que 4 autres cartes qui sont toutes plus présentes dans des cubes. Comme piraterie côtière ? Comme Piraterie Côtière, qui est un enchantement qui n'a que cet effet-là, de faire Oui. piocher des cartes. Comme le Bidon de Tassa, qui est un enchantement et un artefact légendaire, qui a également une capacité pour forcer les adversaires à attaquer, mais qui est joué dans 2,60% des cubes, donc c'est beaucoup plus 7400 présent. cubes, c'est énorme. Comme Mission de Reconnaissance, qui est un enchantement qui a juste cette capacité-là et qui peut se recycler pour 2 si vous voulez Oui, c'est piocher ça, une carte. c'était en Ikoria, parce que c'était avec le package de recyclage. Et l'été dernier est sorti à Duskmourn une 4-3 flash qui a le même effet, qui est donc une créature enchantement, et si elle meurt, elle revient sur le champ de bataille. Enduring Curiosity, je n'ai plus le nom en français. Non, mais cette carte est d'un power level qui effectivement est assez fou. C'est une carte qui, je crois qu'elle a, il faudrait que je vérifie, mais je crois qu'elle a bien fait son trou dans le cube vintage. Alors elle y est peut-être plus, mais je sais qu'on en avait discuté avec Timothée. Et celle-ci pour le coup, c'est une carte qui est restée d'ailleurs dans un de ses cubes. L'Indomptable, lui, il a la même chose, mais il tape quand même vachement fort. Voilà, il tape beaucoup plus fort, il n'a pas l'avantage d'avoir le flash. Si vous avez dans votre cube, ou si vous avez envie de mettre dans votre cube un archétype pirate et ou véhicule, un archétype pirate, un archétype véhicule, les deux, c'est évident que cette carte doit rentrer dans votre cube, parce que vous pourrez utiliser sa dernière capacité de le ramener depuis votre cimetière. Mais c'est juste une carte qui met extrêmement de pression sur la table, parce que c'est à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures. Si vous attaquez avec 3-1-1 avec les 3 passes, vous piochez 3 cartes dans votre phase de combat. C'est très très fort. Et comme tu l'as dit, dès lors que les 1 peuvent plus passer et ton adversaire garde une ou deux de 2 pour les bloquer, tu pilotes l'Indomptable et paf, t'envoies une grosse 6-6 dans leur jardin, quoi. Voilà, et pour la gérer, il faut soit un removal d'artefact, soit un removal de créature en instant speed, parce que les véhicules, comme on le sait, ne sont pas des créatures pendant les tours adverses. Oui. Ça peut aussi faire des gros bloqueurs. C'est un très bon body sur une carte qui a toujours fait peur dès que quelqu'un la sortait pendant mon cube, et donc j'ai trouvé que c'était intéressant d'en parler. Elle est plus forte, à mon sens, que d'autres cartes qui sont plus jouées qu'elle. Elle est relativement récente, elle est sortie à Ixalan dans les decks préconstruits du dernier Ixalan, donc en novembre 2024 de mémoire. En 2023, en novembre 2023. Elle est certes légèrement moins forte que la curiosité, mais mon cube s'étant construit après Ixalan, donc fin 2023, début 2024. Cette carte a toujours été dans mon cube, elle a toujours fait peur aux gens qui y arrivaient, sans pour autant être une carte où on me dit cette carte est trop forte, retire-la par rapport au power level du cube. Je pense que si vous avez un cube, même sans avoir un archétype véhicule, même sans avoir un archétype pirate, c'est une très bonne carte. Moi, elle est dans mon cube parce que c'est un artefact avec mon archétype Izet et artefact et possède des véhicules et des pirates, sans être
100% tournée autour des véhicules. J'ai envie de dire, c'est un peu combo, quoi. C'est un peu combo, c'est très synergique, mais je pense qu'elle n'a pas besoin d'être synergique. Si vous jouez mission de reconnaissance, ou dans la piraterie côtière ou mission de reconnaissance, dans vos cubes, et que vous n'avez pas d'archétype enchantement qui justifie que ça soit un enchantement à la place d'un artefact, autant rentrer une potentielle 6-6 piétinement dans votre cube. Si évidemment vous préférez une carte la plus simple possible, voilà, vous pourrez avoir des raisons de garder piraterie côtière, mais c'est vrai que là on est sur une carte qui compresse des rôles assez différents. C'est-à-dire la même raison pour laquelle Enduring Curiosity, cette carte-là, avait été aussi appréciée, c'était le fait qu'elle compresse des rôles qui d'habitude ne vont pas trop ensemble. Hein. Souvent ces effets-là, comme tu l'as dit avec ces différentes cartes, souvent c'est des gros effets sur une carte à 4 mana et qui fait pas grand-chose d'autre. Là on est quand même sur une carte qui peut jouer des rôles assez différents et pour avoir joué avec, c'est une carte super polyvalente et hyper agréable à jouer. On vous recommande de l'essayer. De mon côté, j'ai beaucoup hésité aujourd'hui, j'avais plusieurs cartes qui me parlaient un petit peu et celle que j'ai choisie c'est Archange de la Colère. Donc Archange de la Colère c'est aussi une carte qui est un petit peu récente, hein, ce qui peut expliquer le fait qu'elle soit peu représentée. On est sur une carte de Dominaria Uni et on est sur un ange pour 4 mana dont 2 mana blancs. C'est une 3-4, elle a le vol, elle a le lien de vie et elle a un kick, ou plutôt elle a 2 kicks différents. Donc le kick c'est un coût supplémentaire, vous êtes libre ou pas de le payer et si vous le payez vous avez un effet en plus. En l'occurrence elle a un kick pour un mana noir et ou un kick pour un mana rouge. Donc vous pouvez en tout payer 6 mana, 2 génériques, 2 blancs, 1 noir, 1 rouge, ou alors vous payez jusqu'à 4 ou 5. C'est vous qui décidez. Et quand elle arrive en jeu, si jamais elle a été kickée une seule fois, elle inflige... Enfin, si jamais elle a été kickée, elle inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Et si jamais elle a été kickée 2 fois, elle inflige encore 2 blessures à n'importe quelle cible. Cette carte, elle est actuellement dans mon Symbol Cube. Donc mon cube, vraiment un espèce de retour aux origines et avec un gameplay qui est simple et épuré. C'est un cube avec un power level un petit peu plus faible que d'autres, même s'il y a quand même des cartes assez puissantes. Cette carte, c'est une menace. Voilà, dans ce cube. Une des raisons, principalement, c'est que c'est une carte qui va compresser énormément de rôles. C'est un finisher. C'est clairement une carte qui va vous aider à finir les parties. C'est une carte qui peut mettre des dégâts à distance. Vous pouvez très bien la jouer, la kick, et mettre 4 dégâts dans la tête de votre adversaire, et ça peut vous permettre comme ça de finir, même si vous n'avez pas la célérité. C'est une carte qui va permettre de gérer d'autres créatures, de gérer d'autres cartes avec les 2 blessures. Vous pouvez soit gérer 2 petites créatures ou une grosse créature. Vous pouvez même gérer une petite créature et mettre 2 dégâts dans la tête de votre adversaire. Et surtout, elle a le lien de vie. Les blessures qu'elle inflige avec son kick, elles aussi trigger le lien de vie. Ça, c'est un truc qui est souvent un petit peu oublié par les joueurs. C'est un truc qui est souvent un petit peu oublié, notamment dans un cube où tout se veut être simple, mais on finit par oublier que les dégâts qu'elle fait vous redonnent de la vie. Donc si vous la kickez 2 fois, vous regagnez 4 PV rien qu'à l'entrée en jeu. Sachant que c'est toujours une 3-4 lien de vie en plus. Donc elle vous gagne 4 tout de suite. Ça vous permet potentiellement de survivre à une autre phase d'attaque et de pouvoir bloquer, regagner 3 points de vie. C'est une carte qui, quand elle arrive, si vous arrivez à 6 mana, c'est une carte qui est très dure à battre pour aggro, mais qui ne clôt pas définitivement la game. Voilà, c'est pas une carte qui va raser le board de l'adversaire s'il a des créatures un petit peu moyennes, 3-4 créatures. C'est pas non plus une carte qui va venir finir la game immédiatement, mais elle est dans ce spot où vous pouvez juste la jouer pour 4 mana, stabiliser un peu la situation, mettre un bloqueur qui va faire que l'adversaire peut plus vous attaquer avec ses 3-3 un peu agressifs ou ses 3-1. Je trouve que c'est une carte qui est extrêmement satisfaisante à jouer. Et je trouve que c'est une carte qui est également extrêmement satisfaisante à drafter, parce qu'il vous suffit de jouer blanc pour la rentrer dans votre deck, vu que les coups de kick ne sont pas obligatoires. Et si vous jouiez blanc-noir, blanc-rouge et ou blanc-noir-rouge, elle est utile dans votre deck. Si vous jouiez blanc-vert, vous avez toujours une 3-4 vol, lien de vie pour 4. C'est moins bien que de pouvoir la kicker, mais vous allez peut-être pouvoir mettre un petit splash. Ça va peut-être vous inciter à mettre un petit splash noir ou rouge dans votre draft, juste pour potentiellement faire un kick à un moment. Et du coup, elle est très, très agréable à drafter. Il faut juste déjà savoir qu'on joue du blanc. En plus, si jamais vous avez n'importe quelle carte dans votre deck qui peut faire une source de mana colorée de la couleur de votre choix, je parle par exemple d'un prisme prophétique, cet artefact qui va convertir un mana d'une couleur de votre choix pour vous aider à lancer vos sorts.
c'est exactement le genre de carte qui va vous donner, sans avoir besoin de mettre nécessairement du mana rouge, du mana noir dans votre deck, vous donner cette petite source colorée qui vous donne cette option en late game. Et comme c'est une carte qui se prête bien à être jouée à différents moments de la partie, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir ce mana rouge ou ce mana noir tout de suite. Et ça, c'est une des choses qui est hyper agréable, comme tu le dis, à la fois dans le draft et à la fois dans la partie. Si vous avez juste du mana blanc au début, vous choisissez de la curver ou pas. Et ça, c'est vraiment une option. C'est une carte qui scale bien avec la partie, qui a tendance à vous donner de la récompense si vous la jouez plus tard, mais même jouer au tour 4, ça reste une créature significative qui va vous aider à tenir la partie. C'est peut-être que dans les decks très très agressifs qu'elle trouve mal sa place, mais c'est vraiment une carte de midrange absolument incroyable, et c'est une bonne carte de deck contrôle. Et dans combien de pourcentage et dans combien de cubes elle se trouve? C'est très juste, je ne vous l'ai pas dit. C'est une carte qui est jouée dans seulement 0,86% des cubes sur Cube Cobra, soit 2467 cubes, ce qui, sur Cube Cobra, n'est pas beaucoup. Moi, je vous encourage à l'essayer si vous aimez les anges, parce qu'effectivement, on ne l'a pas dit, c'est un ange, ça rentre dans des archétypes typos. Si vous jouez avec des mécaniques de clan, c'est super, ça vous permettra d'activer ces synergies-là. C'est malheureusement pas une très bonne carte à blink pour exiler et à renvoyer sur le champ de bataille, parce que vous ne pourrez pas la kicker en retour. Mais c'est pas forcément très grave, parce que de toute façon, ange de la restauration, ça ne blink que les créatures non anges. Donc c'est pas combo. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Cet épisode du Maître Cube vous a été présenté par Lucas Forlacroix ainsi que par Baptiste. Merci Baptiste d'être venu discuter avec nous aujourd'hui. Merci pour ton accueil. La musique est produite par Léa Ikash, les visuels sont réalisés par Ophélie Pimbergri, le jeu de cartes Magic l'Assemblée est produit par Wizards of the Coast. Continuez de jouer à Magic, continuez de cuber, et à bientôt pour un nouvel épisode du Maître Cube.